Bonjour à tous. Depuis quelques années, j'entends régulièrement parler de cette loi du 3 janvier 1973 qui aurait interdit à l'État français de se faire financer directement par la Banque de France pour financer sa dette. Ah ouais, j'avais vu des trucs là-dessus. Pareil qu'avant 1973, en fait, l'État français pouvait imprimer de l'argent pour payer ses dettes et qu'après cette loi de 1973, globalement, il a fallu emprunter sur les marchés financiers et donc payer des intérêts. Et du coup, quand on fait la somme des intérêts qu'on a déjà payés depuis 1973, ça représente à peu près la dette actuelle de la France. Donc en gros, on s'est fait carrément avoir. Oh là, pas si vite, on va voir tout ça ensemble. Allez, c'est parti! À l'époque, cette loi n'a choqué grand monde, car en réalité, il s'agissait d'un débat législatif sur le statut de la Banque de France. D'ailleurs, un des volets de cette loi était de s'assurer de pouvoir emprunter sur les marchés afin de bénéficier de taux d'intérêt moins chers, donc se financer à des conditions plus favorables. Donc, je vais spoiler la fin tout de suite, cette loi n'a strictement aucune importance en soi. Ah bah quand même, 1500 milliards d'intérêts depuis 1973, on peut pas dire que c'est pas important quand même. Oui, d'accord, mais si le problème de la dette venait d'une obscure loi votée en 1973, ça fait longtemps qu'on aurait réglé le problème. Et puis en réalité, cette loi, elle a déjà été abrogée dans le cadre du traité de Maastricht pour pouvoir permettre la création de la Banque Centrale Européenne dans le cadre de la création de l'euro. Donc non, c'est pas du tout le problème cette loi. Ce qui est important dans ce débat en réalité, c'est la conception de la dette que les personnes qui défendent cet argumentaire sur cette loi bizarre ont en tête. Et c'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce que c'est qu'une dette et pourquoi on doit la payer ? L'enjeu derrière tout ça, c'est que les personnes qui alimentent ce débat ont en tête et argumentent dans le sens que si l'État français pouvait imprimer sa propre monnaie pour financer sa dette, nous ne payerions pas d'intérêt sur la dette. Et que du coup, aujourd'hui, nous ne serions pas du tout endettés. En conséquence, nous serions plus riches et nous serions aussi plus beaux et notre chien nous obéirait au doigt et à l'œil. Ah, c'est pas faux, mais en même temps, c'est bien toi qui dis que la dette nous coûte cher puisque ça représente 80 milliards d'euros dans le budget de la France pour cette année. Sur 300 milliards, 80... Bien sûr, mais il ne faut pas oublier que depuis les années 80, la tendance des taux d'intérêt est toujours à la baisse. Ça veut dire que s'endetter coûte de moins en moins cher. Du coup, si les taux d'intérêt baissent constamment, pourquoi le poids de la dette augmente-t-il dans le budget de l'État ? Parce qu'on s'endette de plus en plus. Et pourquoi est-ce que l'on s'endette de plus en plus ? Quelle est la raison fondamentale qui fait que l'État a besoin d'emprunter de plus en plus chaque année ? Vu que la croissance, même si elle n'est pas énorme, globalement, elle est toujours positive, ça veut dire que on n'est pas très raisonnable parce qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. Exactement. Ouais, mais quand même, vu qu'on est comme ça, si on imprimait notre argent, ça nous éviterait au moins de payer des taux d'intérêt. Donc globalement, ça nous ferait moins mal. Ouais, alors c'est vrai qu'en le disant, du coup, je me rends compte que ça a l'air un peu bancal comme raisonnement. Bon allez, vas-y, dis-nous et explique-nous le truc. Il faut toujours bien garder en tête ce que signifie dépenser de l'argent. Il y a deux cas. Dans le premier cas, l'argent représente une richesse qui a été produite quelque part. Et cette richesse s'est matérialisée au travers d'un échange qui a donné lieu au transfert d'un bien contre un billet de banque. Typiquement, un gars produit une chaise, l'autre lui achète, donc il lui donne la chaise et il reçoit un billet de banque. Deuxième cas, aujourd'hui avec notre système financier basé sur l'endettement par la création monétaire bancaire, l'argent représente essentiellement une création de richesse qui aura lieu dans l'avenir. Ok, donc dans le premier cas, c'est l'économie normale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a autant d'argent dans le pays qu'il y a de choses. Et du coup, la valeur de l'argent représente la richesse du pays. Et dans le deuxième cas, tu parles de la création monétaire par les banques commerciales. Alors là, le principe, c'est qu'une banque commerciale prête de l'argent à un entrepreneur, et puis lorsque l'entrepreneur a créé de la richesse, il rembourse le prêt, la banque détruit l'argent qu'elle lui a prêté, et à ce moment-là, en réalité, pendant la durée du prêt, la banque a créé une richesse avant qu'elle ne se matérialise. Mais au final, tout rentre dans l'ordre lorsque le prêt se rembourse. Donc c'est quand même
même pas dégueu. C'est exactement ça. Et si l'État pouvait imprimer de l'argent et le dépenser librement, ça signifie que cet argent ne correspondrait à aucune création de richesse dans le présent et ne correspondrait non plus à aucune création de richesse dans l'avenir. Ouais. Donc, à ce jeu-là, on peut se demander qui va se faire avoir. Comme ça, on a l'impression que personne n'a perdu de sous. Mais en même temps, comme l'État a imprimé de l'argent, c'est un peu du faux argent qui ne correspond à aucune richesse. Donc quand il va acheter quelque chose sur le marché, il va acquérir cette richesse de façon un peu moyenne. Mais en même temps, le gars en face, il va pouvoir utiliser ce faux argent qui aura la valeur de tous les autres billets en circulation. Donc, je sens qu'il y a un truc qui cloche dans le raisonnement, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, là. Ah, là, tu y étais presque. On était à un cheveu de finir le raisonnement. Eh bien, ceux qui se font avoir, ce sont les utilisateurs de la monnaie de ce pays. Parce qu'en réalité, quand un État va créer, admettons, 100 000 € d'argent imprimé, eh bien, au début, ça ne va pas se voir. Donc, il va acheter au prix du marché des biens ou des services. Ensuite, cet argent va circuler et au fur et à mesure, sans que l'on comprenne très bien pourquoi, si c'est assez diffus, tous les prix vont globalement augmenter. Et au final, quelques mois ou quelques années plus tard, eh bien, c'est la monnaie totale du pays qui aura perdu un peu de valeur en proportion de ce qui a été imprimé. Donc, c'est celui qui a cet argent dans la main en dernier qui est la victime la plus grande de ce système. Donc, au global, tout le monde perd de l'argent, mais plus on est proche de l'imprimerie et mieux on s'en sort, quoi. Et comment elle se matérialise, cette perte de valeur dans l'économie ? L'inflation, tout simplement. Dit autrement, quand on fait trop joujou avec sa monnaie, eh bien, elle perd de la valeur jusqu'à ce que l'économie soit à terre. Dit autrement, imprimer de l'argent, ça consiste à manger la richesse du pays sans la reconstituer en fournissant une contrepartie, un travail. Du coup, au bout d'un moment, la partie est finie. C'est exactement ça qui est complètement absurde avec ce débat sur la loi de 1973. Dis-moi, par quelle logique ou par quel mécanisme l'État français viendrait limiter ses dépenses ou tout simplement maîtriser ses budgets s'il n'était obligé de convaincre personne de lui prêter de l'argent ? C'est pas faux, mais en même temps, je me souviens que pendant l'élection présidentielle, Mélenchon expliquait que si on imprimait juste un peu d'argent, ça ferait pas trop d'inflation et ce serait un moyen bien pratique pour financer l'État à pas cher. Deux choses pour finir là-dessus, car le raisonnement intellectuel est quand même grave. Crois-tu vraiment que l'on pourrait faire confiance à l'État pour limiter ses dépenses s'il pouvait imprimer de l'argent gratuitement ? Parce qu'il est raisonnable ? Parce que c'est un bon gestionnaire ? Non. Et même si l'on considère que l'État est capable de maîtriser ses dépenses et qu'il ne le faisait qu'un petit peu, c'est quand même un impôt déguisé qui ne dit pas son nom, qui est masqué à la population. Donc c'est quand même quelque chose déjà de très antidémocratique et en plus ça aurait des conséquences. Ouais, c'est pas très clean, mais ce serait un impôt sur les rentiers, les financiers, donc au final c'est mieux que sur les classes moyennes. Ah non, pas du tout. L'idée de Keynes d'euthanasier les rentiers par l'inflation, c'est un fusil à un coup. Une fois que vous avez donné cette habitude aux investisseurs, eh bien, ils sont pas plus bêtes que tout le monde. Donc, ils ajustent leur demande de rendement en fonction de l'inflation moyenne du pays. Et du coup, c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, par contre, l'inflation, elle, va se répercuter et sera payée par les gens qui consomment le plus avec l'argent surtout gagné par le travail. Donc, en réalité, ce sont surtout les classes moyennes et les plus pauvres qui payent l'inflation comme un impôt déguisé. Ok, donc le bilan de tout ça, c'est que le débat sur cette loi de 1973 est un faux débat qui sert en fait à cacher la misère sur la piètre qualité de gestion de nos comptes publics, quoi. Mais en même temps, il y en a qui disent que la dépense de l'État, c'est ce qui fait vivre l'économie avec un machin qui s'appelle le multiplicateur keynésien ou un truc comme ça. En gros, plus l'État dépense d'argent et plus ça fait fonctionner l'économie. Oui, mais non. Reste sur ta première idée que des comptes publics sains doivent être équilibrés. Après, si ça intéresse les viewers, il n'y a pas de souci. On fera une vidéo sur le multiplicateur keynésien et de façon plus générale le rôle de la dépense publique dans l'économie. Mais globalement, il faut toujours rester quand même sur les idées simples de base. On ne peut pas durablement dépenser plus que ce que l'on gagne sans qu'il y ait de conséquences. C'est pas plus compliqué que ça, l'économie.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis effectivement, si cette histoire de multiplicateur keynésien vous intéresse, mettez un maximum de pouces bleus et quand on atteindra les 200 pouces bleus, à ce moment-là, je ferai une vidéo sur la pensée économique de Keynes que l'on maltraite énormément dans les journaux et dans tout ce que je peux lire ou voir en reportage. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Et comment je fais dans le cas de l'immobilier si j'achète en 2000 et que je revends en 2017 pour savoir combien j'ai gagné? Ça marche exactement de la même façon. Les prix que vous voyez affichés dans les magasins, les économistes appellent ça des euros courants.